technologie invisible, le cas de la sclérose de la recherche en management. Michel Berry, bonjour. Bonjour. Ça ne va pas de nous dire des choses comme ça, Michel Berry. Là, on aurait une recherche qui serait sclérosée. Pas seulement en management, assez largement dans pas mal de domaines. Pour ceux qui vous connaissent un peu, ils savent que vous avez votre franc-parler. Vous êtes une des figures historiques de la recherche francophone en management. Ancien fondateur du Centre de recherche en gestion de l'École polytechnique. Vous êtes fondateur de l'École de Paris du management et donc Mines Paris-Tech. Et papa, grand-papa du concept de la technologie invisible. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 90 secondes? Une technologie invisible est née dans les années 80, à l'époque où les entreprises se développaient, se structuraient, où les managers devenaient de plus en plus importants, où ils cherchaient des instruments pour objectiver leur jugement et leur choix. Et ils aimaient beaucoup les chiffres, parce qu'on peut comparer les chiffres, on parlait de tableaux de bord, et ces tableaux de bord avaient un effet d'objectivation des choix, ils faisaient gagner du temps aux managers, mais ils avaient des effets secondaires absolument redoutables qui échappaient à la plupart des gens. C'est ça votre thèse, c'est à force de compter, à force de compter, on meurt. Oui, ou on fait n'importe quoi. Un ami m'avait rapporté un exemple qui se déroulait en Union soviétique. Il avait à côté de chez lui une fabrique de meubles qui faisait toutes sortes de meubles et qui rapportait au Gosplan qui organisait l'ensemble de la production en Union soviétique. Et comme on ne savait pas comment mesurer commodément, on mesurait les tonnes de bois produits par an, que ce soit des chaises, des tables, etc. Et me disait mon ami, année après année, l'épaisseur des meubles augmentait. Ce qui avait la vertu, évidemment, qu'il était facile d'obtenir les objectifs de progrès du Gosplan. Alors on pourrait se dire que c'était un symptôme d'un système déliquescent, mais on voyait des choses pareilles en France, dans beaucoup d'usines. On voyait des choses semblables aux États-Unis. Finalement, les gens optimisent les critères selon lesquels ils se sentent jugés, et ils peuvent pour ça avoir des stratégies qui ne correspondent pas du tout à ce qui était attendu d'eux. Alors ces histoires de bois, effectivement, évidemment, toute ressemblance avec des situations d'évaluation de la recherche scientifique serait pure coïncidence. Oui, alors ce texte est sorti en 83. Au début, je n'ai pas tout de suite trouvé un éditeur parce que c'était un petit peu provoquant pour l'époque. Mais ensuite, beaucoup de chercheurs s'y sont intéressés et j'ai vu avec hallucination comment ils se sont fait prendre par les technologies invisibles dans la recherche. Par quel mécanisme? Alors, la recherche se développant, on a cherché à évaluer, compter. Et puis, comment peut-on juger un chercheur? Un chercheur cherche. Mais bon, un chercheur trouve, dit-on. Oui, mais ça, ce n'est pas facile à évaluer. Mais un chercheur publie. Ah, voilà un critère qu'on peut facilement mesurer. Donc, on va compter les publications. En plus, à l'époque, les bases de données commencent à apparaître, on peut facilement décompter les publications. Puis, il y a un deuxième niveau, un chercheur cite ou est cité. Et donc, si on compte le nombre de publications d'un chercheur ou le nombre de citations dont il est l'objet, on peut mesurer la quantité de publications pour lesquelles on fait l'analogie avec la qualité. Et donc, on se dit qu'on va pouvoir juger les chercheurs, ou en tout cas les équipes, les laboratoires, les pays, les comparer grâce à des indicateurs. Et on a une discipline qui s'appelle la bibliométrie qui apparaît en toute splendeur. Après, on se dit, mais il y a publié et publié. Les publications dans les différentes revues ne sont pas toujours équivalentes, donc il faut essayer de qualifier la qualité d'une publication en telle revue par rapport à telle autre. Alors on s'est enquis de classer les revues, et pour la gestion, celle qui a lancé le pas, c'était la commission du CNRS, présidée par les chercheurs qui enseignaient la technologie invisible, qui a eu l'idée de lancer un classement des revues. Alors on a dit bien sûr que les revues de langue française ne pouvaient pas prétendre aux catégories supérieures puisqu'elles diffusaient moins que les revues de langue anglaise. Les revues de langue francophone, d'une manière générale, ne pouvaient pas être classées dans la première catégorie. Et comme on était assez complexé à l'époque, on disait les revues françaises, c'est la catégorie 4 ou 3, et seules pouvaient prétendre un des revues anglo-saxonnes et puis d'autres revues. Donc on s'est mis à classer les revues, ce qui fait que la production des chercheurs
a été complètement structuré par ce besoin de publier et la façon dont sont qualifiées leurs différentes publications. Alors on pourrait dire c'est très bien, mais les effets secondaires sont absolument redoutables. D'abord, les revues établies vont généralement aux disciplines établies. Quand on lance des idées nouvelles, pas forcément très mûres, il est très rare que les aéropages de gens bien établis qui sont dans les revues les acceptent. Donc ça défavorise en général les idées originales. Le deuxième point, c'est que les revues, les découvertes se font souvent à l'interface de plusieurs domaines. Or, aux interfaces, alors on vante la pluridisciplinarité, mais aux interfaces, il n'y a généralement pas de revues, ou les revues qui sont aux interfaces ne sont pas très bien considérées. Ce qui veut dire que toute initiative de risque est découragée, et on favorise l'exploitation d'un filon connu plutôt que l'exploration de territoires nouvelles, ce qui pour moi est la base une des bases importantes de la recherche. Une démonstration, si besoin est, de ces effets des technologies invisibles. Nombre d'articles publiés par les enseignants-chercheurs de gestion ces 20 dernières années en France, x 10. Oui. 10 fois plus d'articles Voilà. publiés. On ne peut pas dire que ça n'a pas été efficace. Le problème, c'est que les revues les mieux classées, en tout cas dans le domaine de la gestion, sont assez éloignées du terrain. Et qu'on publie, ça a peut-être un peu évolué, mais on publiait dans les revues les mieux cotées des articles de quantitative research, c'est-à-dire avec des statistiques, et pas tellement des études nourries de travaux de terrain. Accessoirement, quand on veut faire une recherche sur le terrain, c'est long à approcher un terrain, c'est long à négocier. Une fois qu'on est sur un terrain, c'est long à explorer. Et ensuite, c'est assez long à interpréter parce qu'il y a un gros travail d'interprétation. Et pendant qu'on s'occupe de terrain, les autres publient. Et donc, tout chercheur de terrain est défavorisé par rapport à un chercheur traditionnel. Vous avez des mots durs, vous dites finalement les chercheurs acceptent une servitude volontaire. Oui. Et vous avez été fondateur de Gérer et Comprendre. Oui. Gérer et Comprendre qui précisément visait à assurer ces ponts. Voilà. À faire le Comment lien vous voyez entre la les situation aujourd'hui? Je me suis beaucoup battu pour Gérer et Comprendre. J'ai essayé d'expliquer qu'il y a deux choses. Il y a premièrement cette idée que puisque c'est américain, c'est mieux que si c'est français. C'est une idée de coloniser. Et ça rappelle que la colonisation naît dans la tête des colonisés avant de naître dans celle des colonisateurs. J'étais assez souvent aux États-Unis pour m'apercevoir qu'aux États-Unis, ce que je racontais les étonnait, les stimulait, les enthousiasmait, et beaucoup plus facilement qu'en France. Et autrement dit, on a cherché longtemps à ressembler à la production américaine, ce qui n'intéressait pas spécialement les Américains, parce qu'au fond, l'original est souvent mieux que la copie, et si on veut faire un peu comme eux, un peu moins bien, ça n'a pas de débouché chez eux. Une de vos idées, c'est qu'il faut aller vers la valorisation, notamment. Voilà. Alors, comment résister aux technologies invisibles? Il faut suivre la ligne de plus grande pente, mais dans le sens de la montée. C'est-à-dire qu'au fond, si je suis dans une entreprise et que... alors, les entreprises commencent à résister aux technologies invisibles parce que, comme elles sont en concurrence, comme elles veulent valoriser l'initiative, comme elles veulent libérer les gens, comme elles savent que pour réagir vite, il faut que l'initiative soit au plus proche du local, elles savent qu'il faut donner des degrés de liberté aux gens et que donc les juger avec un critère schématique de manière mécanique est contradictoire avec ce qu'elles voudraient faire. Donc elles mettent en place des processus de discussion, de débat, d'argumentation. Et pour résister à l'emprise des technologies invisibles, il faut savoir expérimenter et surtout raconter. Oui, je n'ai pas atteint l'objectif, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et je pense que dans la recherche, c'est pareil. Les chercheurs... Alors c'est confortable d'être enfermé dans un système, parce qu'au fond, quand on a un filon de publication, quand on enchaîne les publications, c'est confortable, tout le monde vous apprécie, c'est pas très fatigant, on est dans sa zone de confort, donc on peut s'y plaire. Et si on veut en sortir, il faut sortir des voies, sortir des... Alors moi, quand j'ai créé l'École de Paris, je me suis dit, on va faire du hors-piste carrément. J'ai complètement abandonné toute idée de reconnaissance académique pour explorer des champs différents, c'est-à-dire la réalité du monde d'aujourd'hui est tellement passionnante qu'il est urgent de travailler sur elle, alors que les disciplines telles qu'elles se figent dans les publications n'ont quelquefois plus grand-chose à dire sur les évolutions du monde d'aujourd'hui. À part par des canaux un peu originaux qui commencent à apparaître, comme Xerfi Canal,
finalement, les chercheurs qui viennent ici, ils vont parler d'un sujet sans tellement se soucier de savoir si ça rentre dans telle ou telle catégorie ou telle case, ou si ça va être publié dans une revue à 2, 3 ou 4 étoiles. Ce qui leur importe, c'est au fond que ce qu'ils disent rencontre un écho à l'extérieur. Évidemment, pour des chercheurs, pour sortir un peu du carcan dans lequel ils sont, le dialogue avec l'extérieur est absolument essentiel. C'est la raison d'être de cette émission. Merci Michel Berry.